Alors, on va avancer dans le live. Donc, l'idée, c'est de vous donner des pistes pour vous organiser vos révisions et aussi vous donner quelques pistes de réflexion par rapport à ce métier de professeur des écoles, parce que vous avez certainement des représentations qui sont issues de vous-même, en fait, de votre propre statut d'élève quand vous étiez en salle de classe. Eh bien, les choses depuis ont bien changé et il faut vraiment penser ce métier comme être enseignant au 21e siècle. C'est pas la même chose que rien que être enseignant au 20e siècle. On a fait tellement d'avancées que voilà, on ne peut plus penser qu'on va faire la classe en frontal devant 25 petites têtes qui nous regardent comme ça gentiment et en donnant notre cours. Non, non, il faut trouver des pistes pédagogiques motivantes pour nos élèves qui sont de plus en plus demandeurs et c'est bien normal. Alors rapidement, un rappel des épreuves. Et je parlerai rapidement aussi tout à l'heure du projet de réforme. Donc le concours, bien sûr, il se déroule en deux étapes, ça vous devez le savoir, l'admissibilité et l'admission. Ça veut dire que si vous avez une note inférieure à 5 à l'admissibilité, vous n'allez pas aux épreuves d'admission. Donc c'est clair que les écrits, c'est très important. Il ne faut pas avoir une note en dessous de 5. Pour autant, l'admission est très importante et on le verra dans mes conseils de révision. Il faut réviser la didactique dès le début. Il ne faut pas réviser que le français, les mathématiques et l'épreuve d'application. Seulement, dès le départ, il faut organiser ces révisions. Alors, en y allant crescendo, hein, peut-être qu'au départ, évidemment, on ne va pas donner le même nombre de temps aux épreuves d'admissibilité qu'aux épreuves d'admission, mais il faut quand même commencer parce que, comment vous dire, autant se mettre à jour dans le français, dans les mathématiques, c'est des choses qui vont revenir, sont quelque part enfouies dans votre cerveau et ça va revenir. Par contre, les épreuves d'admission, ça va être tout nouveau. C'est de la didactique, c'est comment on enseigne le français, comment on enseigne les mathématiques, donc ça va être nouveau. Il va falloir que vous vous en imprégniez. Et qui dit imprégnation dit du temps de révision. Alors, le français et les mathématiques sont organisés de la même manière, c'est-à-dire une épreuve qui dure 3 heures à l'écrit équivaut coefficient 1. Une autre raison pour laquelle il faut commencer à travailler l'admissibilité dès le départ, c'est que c'est beaucoup plus de coefficients pour les oraux. Donc, ça veut dire que si vous passez l'épreuve des écrits et que vous allez à l'admissibilité et que vous cartonnez aux oraux, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir le concours même si vous n'avez pas eu une note fantastique aux écrits qui ne sont que coefficient 1 finalement. Donc voilà, en gros, c'est 3 parties. Une partie, il y a toujours un texte de départ. Ensuite, on vous pose des questions de tout ce qui est lié à l'étude de la langue, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe. Ensuite, des questions liées au lexique, à votre connaissance de lexique, les synonymes, les antonymes, la morphologie des mots, etc. Et enfin, une partie assez conséquente qui est destinée à vérifier vos connaissances personnelles, votre capacité de compréhension. Vous devez répondre à une question qui est posée en lien avec le texte et donc vous devez euh, y répondre de manière organisée. Ce n'est pas une dissertation, hein, mais quand même, on vous demande une petite intro, un développement, une conclusion. Si vous pouvez faire 2 parties, c'est encore mieux. Ce n'est pas nécessairement un pour et un contre ou un oui, non. Voilà, il peut y avoir 2 voix. Souvent, d'ailleurs, dans le titre, on donne un peu déjà des idées ça dépend des académies. Pour les mathématiques, bien, c'est donc, comme je vous le disais, 3 heures aussi. Et là, on va travailler vraiment sur tous les éléments de programme qui sont issus niveau troisième seconde. Voilà, en gros, c'est ce niveau-là qu'on attend de vous, donc de calcul, de problèmes, de Pythagore, tout ça. Donc moi, ne me posez pas trop de questions. Je ne suis pas professeur de mathématiques chez Vocation CRPE. Et d'ailleurs, je l'avais passé en interne, moi, le concours, parce que j'étais fonctionnaire d'une autre administration. Donc, à mon époque, maintenant, c'est plus la même chose, mais le concours interne, on ne m'interrogeait que sur la didactique et pas, heureusement, sur des épreuves, parce que c'est pas évident. Il faut vraiment travailler. Alors nous, chez Vocation, on a l'habitude j'allais dire, de récupérer, pardonnez-moi, des candidats ou des candidates qui ont un niveau en mathématiques pas super super. Alors certainement que le métier d'enseignant, finalement, il attire surtout des profils un peu littéraires.
Mais c'est en train de changer et tant mieux, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas un métier littéraire, être enseignant. Et donc, on a l'habitude, donc on fait vraiment des remises à niveau en début d'année. Il y a plein de vidéos qui sont enregistrées par des super profs issus du premier degré et du second degré. Et donc, ils vous remettent bien à niveau en mathématiques. Et ça, heureusement, parce qu'il y en a certains qui en ont bien besoin. Et c'est fou comme vous avancez quand on se met à travailler, bien sûr. L'épreuve d'application, qui est aussi une épreuve écrite, qui dure 3 heures coefficient 1. Et là, vous devez choisir entre sciences et techno, histoire géo EMC et les arts. Voilà, donc en gros, voilà, ce sont les 3 épreuves écrites coefficient 1 sur lesquelles on va vous demander de plancher. Je regarde s'il y a des questions, hein, n'hésitez pas. Hop, j'avance. Les épreuves d'admission maintenant, c'est 2 épreuves orales plus une épreuve en option, une épreuve de leçon. Donc, vous voyez là, c'est 3 heures. En fait, vous travaillez pendant 2 heures sur un dossier qu'on vous fournit avec des documents de français et des documents de mathématiques. Et on vous demande de construire une leçon de français et une leçon de mathématiques à venir présenter tout ça pendant 1 heure devant un jury qui va vous poser des questions. Et c'est COEF 4, vous voyez, donc il faut vraiment se mettre à réviser dès maintenant cette épreuve-là. L'épreuve d'entretien, enfin, qui dure 1 h 5, coefficient 2. Là, on va vérifier votre connaissance du système éducatif, tout ce qui est lié à l'éducation physique également, et votre connaissance du système éducatif. Et enfin, une épreuve optionnelle de langue vivante, où seulement les points au-dessus de la moyenne sont comptés. Alors, comment on vous accompagne chez Vocation CRPE avant de passer au sujet de ce cours? C'est complètement en ligne, bien sûr. On a des cours en direct. Alors, concernant, on va en parler, Laura, juste après. Donc, notre accompagnement des cours en direct le mardi et le jeudi, c'était cette année et jusqu'à maintenant. Ça a toujours été ça pour le français et les mathématiques. Euh, voilà. Et les autres cours, c'est à d'autres moments, l'art ou les sciences, c'est sur d'autres journées, mais c'est fixe. Et puis, vous avez accès, bien sûr, aux cours en replay, c'est-à-dire que si vous ne pouviez pas être là au moment T, eh bien évidemment, on vous donne accès au replay de tous les cours, plus un certain nombre d'autres vidéos qui vous permettent de vous mettre à niveau. Voilà, des professeurs qui ont un profil assez varié, c'est ce qui fait notre richesse, mais on a tous été où on est jury, donc on sait vraiment de quoi on parle et ce sur quoi on va vous attendre au niveau du concours. Vous êtes extrêmement encadré par des super coordinatrices pédagogiques qui répondent à vos questions, vous mettent en relation avec nous dès que vous avez des angoisses, des incertitudes. Moi, je reçois régulièrement des mails où on me dit, là, ça, j'ai pas trop compris, Cassandre, est-ce que vous pourriez me réexpliquer? Donc, je réponds. C'est une promo vraiment à taille humaine, c'est ça qui est vraiment plutôt notre plus, je dirais. Puis voilà les autres éléments que vous pouvez voir sur cette slide. Alors, ce que l'on sait sur la réforme. Alors, comment vous inscrire, Anissa, au concours ou chez Vocation CRPE? Vous me demandez si vous pouvez préciser. Chez Vocation CRPE, vous voyez, vous avez le contact là, avec contact@vocation-crpe.fr et je vais vous donner un QR code également pour prendre un coup de téléphone. Vous allez voir à la fin du live, je vais vous donner les tarifs. Et moi, ce que je vous conseille au-delà des tarifs, c'est de vraiment appeler. Un appel, ça coûte rien et ça vous engage à rien. Derrière, vous avez vraiment des personnes qui vont vous répondre au cas par cas parce que vous pouvez avoir des aides et autres. Donc, franchement, il vaut mieux les appeler directement. Alors, la réforme, oui, parce qu'il y a un projet de réforme, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a même les programmes de cycle 1 et de cycle 2 qui vont changer. Là, pour l'instant, pas officiellement, si vous tapez projet de réforme cycle 1, cycle 2, voilà, ils sont en ligne. C'est un projet, ce n'est pas encore acté, mais on nous demande notre avis, nous les professionnels de l'éducation. Et donc, en parallèle également, on fait évoluer le concours. Ce qui fait qu'en fait, en 2025, là, cette année, vous allez avoir le choix entre deux concours, soit celui qui est actuel, soit celui qui sera en lien avec la réforme 2026. Je ne vais pas trop m'avancer non plus dans les épreuves, parce que c'est un peu des on-dit, c'est ce qu'on trouve, mais il n'y a encore rien d'officiel, il n'y a pas eu d'arrêté qui a validé tout ça. Donc, vous m'en excuserez, je mets plein de guillemets,
Je ne dis pas que c'est sûr, il faut vraiment l'entendre comme ça. A priori, sur les épreuves, il y aurait une épreuve de mathématiques et de français ensemble, d'une durée de 4 heures, coefficient 4. Donc, ça veut dire, à mon avis, qu'on va en attendre un peu moins en termes de quantité pour chacun, mais pas évident de se concentrer pendant 4 heures, de gérer son temps sur le français et les mathématiques. Mais voilà, mais en même temps, on en attendra certainement un peu moins, donc à voir. Tout cela, vraiment, ça sera à spécifier hein, dès qu'on aura plus d'infos. Mais je ne pouvais pas faire ce live sans vous en parler, c'est sûr. Ça se trouve, vous êtes en train de regarder la vidéo plus tard, une fois que tout a été acté, et vous allez dire, non, mais Cassandre, elle dit n'importe quoi. Donc, pardon. Là, c'est que, OK, un peu du off. Et une autre épreuve au choix, là, ça ne change pas, sauf que c'est quand même 4 heures au lieu de 3 et coefficient 3. Donc, ça prend de l'intensité en coefficient dès le départ. Ça veut dire que le législateur, quelque part, il veut que vos connaissances académiques, ce qu'on va vous demander, soient quand même bien approfondies, bien connues, bien ancrées, puisqu'on donne plus de... moi, je trouvais ça un peu bizarre dans le concours actuel qu'on ne donne que coefficient 1 au français et aux mathématiques. Je trouve que c'est un peu logique d'attendre des gens qui vont devenir professeurs des écoles, qui maîtrisent bien et que ça compte dans le concours vraiment. Donc, coefficient 4, français, maths, coefficient 3 pour l'autre matière. Et enfin, une épreuve orale, ça va être le même système, admissibilité, admission, avec une épreuve de leçon. Et cette fois, c'est plus français et maths, c'est français ou maths. Et là, on est plusieurs à penser que c'est pas mal aussi, parce que finalement, c'est pas évident de vous demander de connaître sur le bout des doigts et d'être déjà en capacité de présenter une leçon comme à des élèves, comme si vous étiez en classe, alors que vous n'êtes pas encore professeur des écoles. Donc, c'est bien de vous donner un choix. Mais vous avez vu, 1 heure, coef 5, hein. Donc, pas évident, quoi, F5. Et enfin, une épreuve d'entretien, motivation, CSE, voilà, où on va aussi vous interroger sur votre motivation et sur vos connaissances du système éducatif. CSE, c'est connaissance du système éducatif. Voilà, en tout cas, nous, chez Vocation CRPE, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Il y a Lina, qui est la grande chef pédagogique, qui est complètement à l'affût. Elle nous a encore parlé de ça aujourd'hui. On a un groupe WhatsApp de professeurs. Donc, nous, on est sur les starting blocks, c'est-à-dire dès qu'on a des choses un peu officielles. Et même avant, on va commencer à préparer nos cours pour bien nous adapter, évidemment, comme on l'a déjà fait avec cette réforme, la réforme précédente qui nous est tombée dessus comme ça très rapidement. Et il a fallu qu'on s'adapte. Et heureusement, on sait faire parce qu'au final, on est tous pratiquement des formateurs d'enseignants dans la vie réelle. Et qui dit être formateur d'enseignants, finalement, c'est moi, je vais devoir directement bien comprendre ce que c'est que la réforme en français, en mathématiques et faire des formations pour les enseignants très vite. Donc, être formateur, c'est s'adapter, comme être professeur d'ailleurs, c'est s'adapter. Si on n'aime pas s'adapter, franchement, il vaut mieux pas être enseignant parce que c'est un métier où on nous demande toujours de nous adapter et c'est très bien. Donc voilà, si vous avez des éléments à retenir, c'est que une chose aussi qui change, c'est que ce concours, il va être accessible à partir de la licence, alors qu'avant c'était master, qu'il y a moins d'épreuves, 2 écrits, 2 euros, mais toujours qu'il y aura les mêmes matières hein, qui seront proposées, que la didactique a toujours une place importante. Donc la didactique, c'est ce qui arrive aux oraux. Pour les élèves admis, une fois que vous aurez le concours, vous aurez 2 ans de master à suivre. Euh, a priori, c'est ça, de master. 1 an de formation avec des stages et 1 an d'alternance en classe, 3 semaines et 3 semaines en master. La formation, elle sera rémunérée pendant ces 2 années. Voilà les informations plus ou moins officielles qu'on a en ce moment. Franchement, ne me posez pas d'autres questions parce que c'est vraiment la seule chose que pour l'instant, on peut vous dire chez Vocation CRPE en allant chercher les informations à droite à gauche pour essayer d'être au plus près de vos préoccupations, bien sûr. Alors, là, c'est le petit moment. Qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant du 21e siècle? Et clairement, pensez que ces éléments-là vous permettraient d'avoir un échange un peu intéressant et de vous placer au-dessus du lot pour les oraux, hein. Je vous disais, rappelez-vous, chez Vocation, notre marque de fabrique, c'est de vous mettre au-dessus du lot. Donc, pour vous, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quel mot vous pourriez donner quand je vous dis un enseignant du 21e siècle? Je vous ai un peu aidé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Voilà, là, je vous donne un petit peu la parole dans le chat.
parole écrite, mais je vous lis et je suis curieuse de connaître un petit peu vos représentations. L'inclusion, bravo Anissa, l'inclusion, c'est-à-dire, il y a une loi hein, qui nous demande bien évidemment d'inclure les élèves en situation de handicap. Être polyvalent, mais ça, au final, Laurine, ça n'a jamais trop changé. On nous demandait déjà d'être polyvalent avant. Flexibilité, accompagnement, adaptation, capacité à s'adapter à chaque élève. L'adaptation, oui, c'est intéressant. La pédagogie, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. S'adapter, réfléchir sa pédagogie pour être au plus près des élèves, qui sont tous très différents les uns des autres. Oui, c'est pas mal ça, Laura. On s'approche un peu de ce que j'avais un peu en tête. Rendre les élèves acteurs dans les apprentissages. Bien sûr, Laura, j'adore votre nom de famille d'ailleurs. C'est très, très beau. Je fais du piano, donc j'adore particulièrement ce célèbre euh, musicien. Pardon. Donc oui, rendre les élèves acteurs dans les apprentissages, bien sûr, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, les élèves, on leur fait pas cours pendant 2 heures, 3 heures, comme on peut le voir au collège ou au lycée parfois, sans qu'on leur demande de rien faire et juste de noter dans leur cahier. C'est pas possible, ça. Oui, plus horizontal, c'est vrai, Pierre. Ah, on a un monsieur. Bonjour Pierre, vous n'étiez pas là au début dans le sens moins pyramidal, plus axé sur l'échange. En effet, exactement, je dirais, Pierre, comme ce qu'on attend maintenant des managers dans n'importe quelle entreprise. On le voit dans les réseaux sociaux, dans le monde actuellement, ce qui arrive à nous, et c'est exactement pareil à l'école. On n'attend plus la même chose d'un enseignant, tout comme on n'attend plus la même chose d'un patron. Voilà, maintenant les gens veulent être heureux, c'est le bien-être au travail. Bah, c'est pareil en classe. On a envie que les élèves ils se sentent bien en classe finalement. Surtout avec, moi je me forme beaucoup sur ChatGPT en ce moment, enfin pas ChatGPT, c'est une marque, mais sur l'intelligence artificielle, on en a peur. Au final, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est ceux qui en auront peur qui vont pas se former et qui seront dépassés. Donc il vaut mieux se former. Et encore une fois, là, je montre en témoignant de cette curiosité que je sais m'adapter bien quelque part, les intelligences artificielles vont pouvoir faire à ma place certaines choses qui me prenaient du temps, pendant que moi, je vais peut-être eh bien, développer mon intelligence émotionnelle, apprendre encore plus de choses que je pourrais partager avec des enseignants, etc. Donc voilà, c'est ça, être enseignant aussi du 21e siècle. Pas de souci, Pierre, ne vous excusez pas. Oui, être participatif, tout à fait. Bah, écoutez, on va avancer un petit peu. Ce que je peux quand même partager avec vous, c'est que ce que je vous dis n'est pas le fruit de ma petite réflexion. C'est pas Cassandre qui a des avis bien tranchés sur comment il faut être enseignant. Certainement pas. Et d'ailleurs, j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous êtes aux oraux, ne dites jamais je pense que. Quand on est candidat au CRPE et même quand on est formatrice comme moi, on pense rien du tout quelque part. Ou en tout cas, ce qu'on pense, on le garde pour soi. Par contre, euh, il me semble avoir lu quelque part que, ou un tel pense que, ou dans mes révisions, j'ai pu comprendre que, voilà, pour bien montrer que ce n'est pas vous qui vous octroyez les pensées des autres. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas moi qui témoigne de tous ces éléments-là, mais quand on est dans le référentiel de professeur des écoles, ça d'ailleurs, si vous n'avez pas eu la curiosité d'aller le lire, à la suite de ce cours, vous allez sur Internet et vous tapez référentiel de compétences de professeurs des écoles. Et vous allez trouver ce sur quoi vous allez être évalué s'il ne bouge pas, mais même s'il bouge, ça sera à peu près les mêmes compétences, j'imagine, qu'on attend pour un professeur. Et bien donc, voilà, vous allez voir ce sur quoi vous allez être évalué en stage, justement. Donc, vous voyez, il y a écrit un pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous les élèves. En effet, vous parliez tout à l'heure de pédagogie, d'adaptabilité. C'est pas possible de penser sa classe comme la même pour tout le monde. Ou alors, si on pense la même pour tout le monde, parce que ça, c'est une théorie enfin, un principe qui marche pas mal, on parle de pédagogie universelle. Eh bien, en tout cas, il faut avoir pensé ce qu'on propose. Est-ce que ça va fonctionner pour un élève qui a du mal dans la lecture, pour un élève qui serait dyslexique? Voilà, est-ce que je ne dois pas adapter mes supports? C'est ce que vous disiez tout à l'heure également pour l'inclusion. Un professionnel qui serait acteur de la communauté éducative. On ne peut plus penser l'enseignant. Donc, ces éléments-là, c'est des compétences du référentiel de professeur des écoles, hein, vraiment. Hein. En effet, on ne peut plus imaginer un professeur enfermé dans sa classe. Moi, je vois, j'ai plein de copines encore
professeurs des écoles. Moi, je suis plus professeur des écoles, je suis formatrice, mais j'ai plein de copines ou copains professeurs des écoles et je les vois et c'est super, organiser des classes transplantées, organiser des projets, se mettre en relation avec la mairie, la bibliothèque, des associations de quartier pour faire vivre des projets et montrer aux enfants que l'école, ce n'est pas un sanctuaire complètement à part. Il y a même des projets parfois avec des entreprises, avec les pompiers, voilà, pour développer des projets qui montrent que l'école, elle est au cœur de la société, qu'elle n'est pas à part, en fait. Même si elle doit être préservée, il y a une forme de sanctuarisation de l'école, et évidemment, elle doit être protégée, on protège nos élèves, mais il ne faut pas qu'elle s'enferme, en fait. Un professeur porteur de savoir et d'une culture commune, donc ça c'est extrêmement important bien évidemment. On attend de vous que vous soyez et vous voyez hein, avec le projet de réforme, en connaissance des savoirs que vous proposez aux élèves. Des fois on me dit, mais Cassandre, comment ça se fait qu'on attend des personnes qui aient le niveau troisième seconde en français ou en mathématiques alors qu'on va enseigner en maternelle? Mais parce qu'en fait, c'est en ayant un très bon niveau d'analyse qu'on peut derrière avoir développé une culture générale et une culture didactique qui comprennent vraiment le cœur des choses que vous allez présenter. Ce n'est pas une transmission, justement, on vous demande de comprendre en profondeur ce que vous enseignez et donc d'avoir un niveau bien plus élevé que vos élèves. Un professeur expert des apprentissages, c'est aussi en lien avec ça. La culture commune, c'est parce que vous le verrez hein, quand vous vous mettrez dans le cœur des programmes, ça ne s'arrête pas aux français et aux mathématiques. On parle d'éducation morale et civique notamment, où on travaille sur l'égalité filles-garçons par exemple, ou sur le harcèlement. Donc la laïcité également. Donc c'est ces éléments-là que vous devez porter en tant que professeur des écoles. Vous êtes un représentant de l'État. Vous devez si vous devenez professeur des écoles, vous devenez aussi fonctionnaire. Donc vous devez vraiment porter en vous les valeurs de la République française. Ça, c'est évident. Voilà. Alors voilà, ça c'est un extrait, hein, une capture d'écran du référentiel de professeur des écoles, si vous avez la curiosité d'aller le télécharger pour le regarder d'un peu plus près. Alors, qui dit professeur des écoles au XXIe siècle, et ça je ne l'ai pas nécessairement eu tout à l'heure, c'est être au courant de ce qui se passe dans l'actualité éducative. Et pas pour rien. Il faut s'y référer durant les épreuves. Il faut s'y référer pour construire son enseignement. Si on est enfermé dans une bulle, et donc ça veut dire, mesdames, messieurs, que pendant tout le temps où vous allez réviser pour le concours, il faut garder l'oreille ouverte sur le concours, alors sur l'actualité de l'éducation. Alors c'est sûr que quand vous êtes chez Vocation CRPE, le plus, c'est que nous, on va tenir cette veille pour vous presque. C'est-à-dire que dans nos cours, on vous parle de ce qui se passe dans l'actualité. Il y a les collègues de la pédagogie donc chez Vocation avec Lina, Marianne, je ne sais pas encore trop qui le fait, mais ils ont développé une petite newsletter qu'ils envoient à tous les candidats au CRPE qui sont inscrits chez nous. Et donc, voilà, on partage dedans des tips, des choses qu'elles ont repérées qui peuvent être sympas à partager pour étoffer votre culture, en fait, du monde de l'éducation. Donc voilà, c'est vraiment des éléments que vous allez pouvoir vraiment partager, par exemple, dans une question à l'écrit ou bien évidemment à l'oral. Il faut vraiment pas rester enfermé dans sa bulle. Donc il faut presque avoir un onglet sur votre ordinateur qui est veille veille de l'actualité éducative. Ce que vous pouvez faire également, hein, c'est de vous donner, par exemple, vous dites, bon, allez, tous les vendredis, je révise rien à partir de 17 heures. Et par contre, je vais regarder un petit peu sur les sites. Alors là, c'est simple, hein, il faut regarder sur Eduscol, il faut regarder sur les sites de vos académies. Il faut vraiment, voilà, moi, par exemple, je travaille sur l'Académie de Versailles, donc je vais, si j'étais vous et que voilà, je le passe à Versailles, j'irai chaque semaine regarder sur le site de l'Académie de Versailles pour regarder l'actualité. Parce que, en fait, chaque académie développe des projets dans lesquels les classes peuvent s'inscrire. Par exemple, il y a le projet non harcèlement. Alors ça, c'est un projet national.
Mais c'est ce type de projet-là où les classes peuvent s'inscrire. Et vous voyez, quand par exemple vous présentez une leçon en français ou en mathématiques, vous pourriez très bien dire, bah, écoutez, voilà, ma leçon pourrait s'inscrire dans la semaine des mathématiques, comme notamment on peut voir dans l'académie cette année, c'était sur le thème des problèmes. Voilà, je vous dis une bêtise là. Mais vous voyez à quoi ça peut vous servir concrètement. Et là, pouf, 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 vous prenez tout de suite de la hauteur. Le jury, tac, ah oui, bah dis donc, le candidat, il a la curiosité d'aller regarder ce qui se passait sur l'académie et est au courant de ce qui se passe d'un point de vue national dans le monde de l'éducation. L'année prochaine, ça va être un gros bouleversement, hein. Ça veut dire qu'on va changer une partie des programmes, on va changer le concours. Donc voilà, ne vous enfermez pas dans votre bulle et dites-vous surtout, ne vous dites pas, oh là là, Cassandre, elle nous dit, c'est de réviser un truc de plus. Non, ça va vous sortir des autres choses. Ça va vous éveiller votre curiosité. Et je gage même, parce que moi j'aime bien voir la suite chez Vocation, d'ailleurs, on ne vous forme pas que au concours. Vraiment, tout ce qu'on vous donne, c'est dans l'idée que vous allez réussir et qu'on va déjà vous former dans vos premiers pas d'enseignant. Et d'ailleurs, pour tous les lauréats, tous ceux qui réussissent le concours, ils sont accompagnés pendant un an gratuitement. Ça fait partie du prix que vous payez au départ sur des cours de post-admission. C'est-à-dire que le week-end, certains week-ends, pas tous les week-ends, sur des thèmes, vous pouvez vous connecter et là, vous posez toutes les questions. Moi, par exemple, je fais un cours express sur la maternelle, enseignant maternelle. Et là, je rentre vraiment dans le cas pratique, comment vraiment on fait classe avec des élèves en maternelle. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que voilà, ce que je gage, c'est que si dès maintenant vous prenez l'habitude d'aller regarder un petit peu sur les sites institutionnels, hein, n'allez pas vous perdre chez maîtresse du 94 leszouzous.com. Ça, on s'en fiche, on met de côté, on ne regarde pas pendant toute l'année du concours, s'il vous plaît. C'est pas le moment d'aller voir des influenceurs, des influenceuses du monde de l'éducation. Vous aurez le temps plus tard. Là, ça va être tellement énorme les révisions que vous ne pouvez pas, vous allez vous perdre et vous risquez en plus de penser que des choses sont bonnes alors qu'elles ne sont pas bonnes. Je passe mon temps, moi, en classe, quand je vais faire des visites d'enseignants débutants, à leur dire que non, ce qu'ils font, c'est pas terrible parce qu'ils ont pris ça d'une maîtresse influenceuse et que c'est pas d'un point de vue didactique correct. Donc là, on oublie ces sites-là. On est sur Eduscol, on est sur les sites académiques ou sur des sites comme La main à la pâte pour les sciences ou sur des sites en lien avec l'histoire, mais des choses sérieuses. Alors, que puis-je partager avec vous aujourd'hui pour élever ce débat, justement, dès maintenant? Eh bien, sachez-le, il y a quelque chose qui, alors ça fait déjà quelques années, 2, 3 ans, hein, mais grâce aux travaux de Stanislas Dehaene, qui est donc un grand chercheur dans les sciences cognitives, les neurosciences, ils ont démontré que l'apprentissage reposait sur 4 piliers: l'attention, l'engagement actif, la rétroaction et la consolidation. Donc ça, c'est des éléments vraiment que vous pourriez évoquer dans une séance que vous présenteriez en disant que vous avez eu en tête également ces 4 piliers qui sont évidemment extrêmement importants, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez les 4 piliers de l'apprentissage, il y a des petites vidéos très voilà, rigolotes et qui vous expliqueront ce que c'est. Donc voilà un élément que je partage avec vous qui constitue un début de veille pédagogique et de veille des éléments qui sont portés à notre attention pour mieux faire classe. Quelque chose qu'on évoque beaucoup en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, mais un peu plus en ce moment d'une autre manière. Et vous allez l'entendre beaucoup si vous suivez nos cours, on vous demande de produire un enseignement explicite. Cela veut dire que les élèves doivent comprendre pourquoi ils sont à l'école, qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, comment on doit s'y prendre pour réussir, celui qui a réussi, comment il a fait, à quoi je dois faire attention, euh, quel enseignement antérieur je peux aller chercher peut-être sur une affiche dans ma tête, dans un autre cahier, pour m'aider à réussir cet exercice. Voilà, tout ça, c'est un enseignement explicite. Et les recherches ont montré que c'est essentiel, notamment chez nos élèves en difficulté, parce qu'au final, c'est pour eux qu'on fait classe. C'est pour faire réussir mieux nos élèves en difficulté. Donc voilà, proposer un enseignement explicite, c'est une vraie base pour monter les leçons. D'ailleurs, nous, quand on vous propose de monter vos leçons de français ou de mathématiques, notamment dans le lancement de séance, on vous apprend à le faire de manière explicite.
Alors maintenant, on parle de cette notion également d'enseignement explicite avec une consonance un peu différente. Alors j'ai mis un peu les références hein, sur le côté, mais c'est Steve Bissonnette, c'est un chercheur qui vient du Canada, qui a donné une touche un peu différente à cet élément qu'on appelle l'enseignement explicite, qui est davantage en lien avec une stratégie d'apprentissage. Et dans l'idée, pour certaines leçons, pas pour tout, mais pour certaines choses, pas tout le temps. Alors que ce que je vous disais tout à l'heure, l'enseignement explicite, d'une manière générale, il faut l'avoir à chaque séance. À chaque séance, on fait un lancement, un bilan de manière explicite pour que les enfants aient bien conscience de ce qu'ils apprennent et ce qu'ils ont appris et comment on s'y prend pour réussir. Ok. Mais parfois, on peut aussi proposer une démarche explicite. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est... donc là, on nous dit que c'est un enseignement qui peut être efficace en lecture, en écriture et en mathématiques. Donc dans l'idée, hein, je ne vais pas rentrer là, ce n'est pas un cours sur la démarche explicite, mais en gros, il y a vraiment un moment où l'enseignant va montrer aux élèves. Il va y avoir un temps de démonstration par le maître et où il montre aux élèves comment on fait. Par exemple, il va montrer concrètement comment faire pour trouver des informations dans un texte pour répondre à des questions. Il va vraiment le faire devant eux pour ensuite leur demander de reproduire, pour ensuite développer leur autonomie. Vous voyez, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est soit l'enseignement explicite d'une manière générale, ou bien l'enseignement explicite, la démarche explicite portée par Steve Bissonnette. Donc voilà, encore un élément que je porte à votre attention pour voilà, développer votre connaissance du système éducatif et monter un peu en connaissance et donc pour vous démarquer un petit peu lorsque vous passerez le concours. Voilà, là maintenant on est plus sur l'actualité liée à l'éducation. Là en ce moment, je ne sais pas si vous êtes passé à côté, mais on nous demande vraiment de former tous les enseignants à la démarche. Là on dit, il y a écrit méthode, mais on parle plutôt de démarche Singapour. Vous pouvez vraiment trouver sur Internet en tapant sur des sites académiques hein, des vidéos qui vous expliquent en gros ce que c'est, mais après chez Vocation, nous, on vous fera les cours qui seront en lien. On nous demande également de rajouter, de travailler avec les élèves les compétences psychosociales chez nos élèves. Et là, je vais vous en parler un petit peu juste après pour partager avec vous un tout petit peu de contenu à ce niveau-là parce que c'est vraiment très intéressant. Tout ça, c'est un peu englobé dans ce qu'on appelle le choc des savoirs. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais en tout cas, c'est vraiment important que vous vous intéressiez au choc des savoirs parce que c'est ce qui porte tous les enseignants actuellement. On nous demande vraiment d'avoir une vigilance particulière sur certains éléments en particulier et on appelle ça le choc des savoirs. J'ai partagé aussi avec vous hein, le document en bleu. C'est un rapport de l'inspection générale qui évoque l'importance de travailler l'écrit dès la moyenne section. Donc, c'est un rapport qui dresse un état des lieux et qui donne des prescriptions sur lesquelles d'ailleurs je me suis appuyée pour pour améliorer mon cours sur la production d'écrit en cycle 1 parce que, eh oui, vous savez quoi? Grande nouvelle, les élèves dès la moyenne section peuvent écrire des phrases, des mots, des textes peut-être même sur la fin de l'année, mais d'une certaine manière. Alors là, c'était donc le petit zoom sur l'actualité. Et donc, si on rentre encore plus dans le focus, c'est les compétences psychosociales on nous demande vraiment de travailler de manière spécifique. Hein. On nous demande, par exemple, de développer les classes d'empathie en ce moment. Donc, il y a vraiment des classes qui s'engagent dans toute une démarche pour travailler de manière explicite. Vous voyez, là, je le dis, ça veut dire qu'on dit aux élèves ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est à être plus empathique. Et donc, voilà, on forme tous les enseignants à cela. Donc, 5 couples de compétences sont identifiés. Vous voyez, ça vient quand même de l'OMS hein, en 1993. Donc, c'est bien qu'on commence enfin à travailler ces choses-là à l'école. Et vous voyez, hein, quand je vous disais, ça serait bien de laisser peut-être des choses à l'intelligence artificielle pour nous focaliser à être des meilleurs humains. Parce qu'au final, c'est en étant des meilleurs humains qu'on fonde des meilleurs citoyens et qu'on peut peut-être vivre dans une meilleure société. Soyons fous. Et donc voilà, 5 couples de compétences qui sont identifiés que vous pouvez voir et qu'on pense vraiment. Hein. Alors, il y a des éléments qui sont où on se dit, tiens, on va plutôt travailler ça au cycle 4, au cycle 3, au cycle 2, au cycle 1.
mais avoir de l'empathie, c'est tout le temps. Savoir communiquer efficacement aussi, avoir une pensée créative, savoir résoudre des problèmes, gérer son stress. Vous vous rendez compte, si on apprenait à nos élèves très vite comment gérer son stress, on n'aurait pas des burn-out au travail plus tard. Vous voyez à quel point c'est important ces choses-là. Enfin, je suis sûre que vous êtes de mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans le chat, hein. Je suis curieuse de savoir ce que ça inspire chez vous, ça. Vous aviez un peu conscience que que c'était des éléments qu'on allait vous demander de travailler avec les élèves, ces compétences-là, et de manière vraiment très explicite? Je regarde un peu vos réponses. Oula, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Est-ce que je suis toujours en ligne? Ou je vous ai perdu? Ah oui. Ah, on l'a évoqué en cours de Master Meuf. Ouf, j'ai cru que plus personne n'était là, que j'avais été déconnectée. Ok, et vous, en fait, ce qui est, ah bah vous en aviez pas conscience, Mathilde, bah, vous voyez, et dans l'idée, en fait, quand on forme les enseignants, et même nous, quand on se forme en tant que formateur, on se demande même, avant d'aller former nos élèves, et moi, j'en suis où de ces compétences-là? Et on invite dans les formations à faire un point sur soi-même, sur ces compétences-là. Parce qu'après tout, comment peut-on apprendre l'empathie aux élèves si soi-même, on n'a pas suffisamment développé l'empathie? Si dans la classe, on n'est pas très sympa et qu'on n'a pas d'empathie et qu'on va dire aux élèves, mais sois empathique, voyons. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que être professeur des écoles, c'est quand même pas simple et en même temps, c'est un enjeu magnifique. C'est pas simple parce que ça n'engage pas que des compétences de savoir. C'est vraiment des compétences bah, comme celles-ci qui sont engagées au quotidien, 6 heures par jour en classe. Donc, vous voyez, ça demande de nous d'être des super-humains quelque part parce qu'il faut toujours être au top de tout ça parce que les élèves n'ont pas à pâtir de notre fatigue, de notre stress, de tout ce qu'on peut trimballer à la maison. Donc voilà, c'est un métier qui est quand même difficile, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été revalorisé. Maintenant, hein, quand on est professeur des écoles, le salaire est quand même bien meilleur que quand moi je suis devenue professeur des écoles. Et heureusement, malgré ce qu'on en dit, franchement, il est quand même revalorisé ce métier et à juste titre, même si on pourrait encore faire mieux. Oui, merci Anissa. Elle nous parle de la technique du message clair. Alors là, typiquement, tout à fait. Ça, c'est typiquement une technique pour travailler et l'empathie et le savoir communiquer efficacement. C'est plutôt quelque chose qu'on va travailler en cycle 2 et encore mieux au cycle 3. On apprend une technique pour résoudre les conflits entre élèves. Alors, on en arrive au cœur du cours aussi d'aujourd'hui qui était des conseils pour organiser ses révisions. Donc voilà, moi je me suis, je donne toujours, j'essaie toujours de donner mes sources. J'ai pris pas mal de choses sur maisquefaitlamétresse.com qui a donc partagé comment elle avait organisé ses révisions. Alors j'ai pris ce qui m'intéressait, hein, j'ai pas tout pris. Mais voyez, là c'est super parce qu'on est au mois de juin. Ça veut dire que vous êtes vraiment en avance. Vous êtes vraiment, enfin pas en avance, mais vous êtes bien si vous vous y mettez maintenant. N'hésitez pas, Camille, à parler hein, sur le chat. Je ne pourrais pas vous donner la parole en vrai, mais par contre, vous pouvez écrire sur le chat si vous voulez partager quelque chose avec nous ou poser une question. Je regarde le chat. Donc, vous voyez, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais dans l'idée, c'est de progressivement lire des choses. Ah, d'accord, je prends des notes, super. Non, mais j'ai vu que vous aviez levé la main. C'est pour ça que je dis ça, Camille. Lire les BO dans les français. Les BO, c'est les programmes. Euh, N'hésitez pas aussi à regarder tout de suite, à lire les programmes, les projets de programmes de cycle 1 et de cycle 2 que vous ne trouverez pas sur le site EduScol. Il faut vraiment taper projet de programme cycle 1 et cycle 2 et vous allez les trouver. Commencer les révisions en français maths pour les épreuves écrites, bien évidemment. Choisir et apprendre un sujet du système éducatif. Lire des sujets, choisir son épreuve d'application. Vous voyez, progressivement, on vous met dans le bain. D'accord? Voilà, là, c'est vraiment si vous travaillez seul. C'est sûr que si vous êtes chez Vocation CRPE, vous n'aurez pas trop toutes ces questions-là à vous poser parce que nous, on organise tout.
On vous donne les cours, on vous dit quand rendent vos devoirs, hein. Je vous rappelle que vous avez les cours, mais vous avez également des devoirs à rendre avec des deadlines, des devoirs. En plus, on essaye de les faire de manière un peu évolutive en termes de complexification. Au départ, c'est des bouts d'exercices, et puis au bout d'un moment, on vous donne vraiment des concours blancs à rendre. Et donc, vous êtes noté individuellement, hein. On a plein de correcteurs qui corrigent vos copies et vous donnent des conseils sur ça. Voilà, je vous laisse. De toute façon, alors, vous n'aurez pas accès au diaporama parce que c'est trop compliqué à envoyer à tout le monde. Mais par contre, vous pouvez regarder en replay. Le replay sera mis en ligne, je pense, assez rapidement. Ils les mettent assez rapidement et donc vous pourrez mettre pause et je serai en mode statique et vous aurez le temps de noter tout ce qui est écrit. Mais voyez, hein, c'est dans l'idée. Voilà, je vais avancer. Vous verrez dans les conseils généraux, il faut vraiment s'organiser et respecter un espèce, quelque chose de très un rituel, des rituels de révision. Voilà, vous voyez, c'est vraiment euh, dans l'idée, vous voyez, deux grands thèmes didactiques, par exemple en novembre, commencer à approfondir un cycle en EPS, apprendre à concevoir une séance pour l'épreuve orale de leçon en novembre, continuer les révisions, bien sûr, en français maths, commencer à s'entraîner à l'écrit en français, vous voyez, en décembre. En janvier, continuer à s'entraîner à l'écrit en français, s'entraîner à l'épreuve écrite d'application. Voilà, faut organiser un peu les révisions pour que vous ne vous perdiez pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à réviser. Donc, l'idée, c'est vraiment, là, il y a février, mars, avril, mai, juin, en fonction des dates de vos académies respectives. Je vous laisse un petit peu regarder. L'idée, c'est pas que je vous lise tout aujourd'hui. Réviser ces fiches par quiz. Ça, je vais vous en parler juste après, hein. Je vais vous donner des conseils vraiment liés aux apprentissages. Vous m'excuserez, je reste pas trop longtemps, hein, sur chaque slide pour que je puisse aller au bout des différents éléments que je voulais vous apporter à votre connaissance aujourd'hui. Mais bon, vous le savez, hein, ça sera en ligne sur la chaîne YouTube de Vocation CRPE. Alors voilà, moi j'aimerais vraiment en tout cas, si j'ai un conseil de révision à vous donner, c'est de ne pas faire des fiches de manière un peu bébête comme on faisait parce qu'on ne le savait pas, on n'était pas adulte et on révisait sans savoir comment le cerveau il fonctionne. Le cerveau, pour mémoriser, il a besoin de créer des liens. Donc si vous prenez des notes et que vous faites une fiche avec toutes les informations en même temps, tout ce qui est dit dans le cours, ça ne va pas rentrer dans votre mémoire. Vous pouvez le faire, prendre des notes, bien sûr, hein, c'est ce qu'il faut. D'ailleurs, vous êtes obligé de prendre des notes. Mais l'idée après, quelque part, c'est de fermer, de cacher vos notes et de vous faire un document visuel ou pas, carte mentale ou pas, ça peut être une autre fiche, mais avec tout ce dont vous vous souvenez, mais de manière organisée. Je vous explique, le cerveau, c'est comme si, alors c'est pas du tout la réalité dans le cerveau, hein, mais pour vous faire comprendre, c'est comme s'il y avait des cases dans le cerveau et que pour rentrer les choses dans les cases, il fallait les organiser déjà sur votre feuille. Alors que si vous faites du texte comme ça, sans mettre de couleurs, sans mettre des liens, sans mettre de petits dessins, etc., ça va peut-être rentrer, bien sûr, mais moins bien et de manière moins pérenne. Et là, vous avez vu, hein, vous allez devoir apprendre sur la durée. Il va falloir que ça reste jusqu'au mois de juin. Donc, plus vous allez travailler de cette manière-là, c'est-à-dire je ferme tout, j'écris ce dont je me souviens sans regarder. J'écris tout ce dont je me souviens d'une manière comme ce qui me convient le mieux. Carte mentale, fiche un peu améliorée avec des petits dessins, etc. Et ensuite, je reprends mon cours et je regarde ce que j'ai oublié. Ou je regarde peut-être les erreurs que j'aurais pu commettre. Et là, je reprends ma fiche et je fais quelque chose pour modifier ce que j'ai oublié, mais pas en le rajoutant comme ça texto, en mettant un lien. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il n'oubliera plus si vous lui avez mis un lien comme si c'était une canne à pêche, un hameçon sur l'information que vous avez retenue. Un chemin pour retrouver cette information. Ça peut être un dessin, ça peut être un mot-clé. Et là, votre cerveau, euh, ça va favoriser la récupération quand vous en aurez besoin. Donc, au moment de l'encodage, dans le cerveau, ça c'est pour le fonctionnement de la mémoire, au moment de l'encodage, on cherche vraiment à créer des liens, à faire des choses visuelles, à
voilà, à tout de suite être en réflexion sur comment je peux organiser tout ce dont je me souviens. Organiser, trier, catégoriser, faire du lien. Et comme ça, la récupération, c'est-à-dire le moment où vous serez devant votre copie, eh bien, ça va aller beaucoup mieux que si vous aviez fait juste une fiche comme ça, avec toutes les informations que vous avez écoutées. Alors ça, c'est juste un élément pour votre culture générale, la courbe de l'oubli avec ce genre de technique de multitasking, c'est-à-dire, en gros, c'est pas, je ne vous demande pas de la mettre en application telle qu'elle, mais dans l'idée, cette fois-ci, donc, on a dit juste avant, regardez, encodage, ça c'est quand je mets dans ma mémoire, donc avec ce genre de technique, qui va favoriser la récupération, c'est-à-dire le moment où je vais en avoir besoin de l'information, mon cerveau, il va aller le chercher plus rapidement parce que j'aurai encodé de la bonne manière. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est la consolidation. Et si vous regardez si vous retournez en arrière sur mes lives, sur mes slides sur l'organisation des révisions, il est vraiment conseillé, en fait, chaque mois, à des moments bien spécifiques, d'organiser vos révisions pour, comment dire, pour reprendre ce qui a été vu avant. Donc, dans l'idée, c'est de revoir les fiches, vous faire des quiz, vous réinterroger sur des choses que vous aviez vues précédemment, mais de manière régulière et en espaçant ces temps de consolidation. Au début, par exemple, si vous apprenez quelque chose sur une semaine 1, ça peut être intéressant dès la semaine d'après de le revoir. D'accord? Et pas de relire. D'abord, on se réinterroge. Je mets sur une feuille de brouillon, tout ce dont je me souviens de ce cours-là. Et je reprends ma fiche. Ah mince, j'avais oublié ça. Et je remets des petits chemins là, les hameçons dont je vous parlais. Et après, on va peut-être attendre encore 2 semaines. Mais tout ça, il doit bien être prévu hein, dans votre emploi du temps. Dans 2 semaines, je reprends ce même cours et je vois ce qui me reste. Et là, vraiment, c'est sûr que ça va être consolidé. Vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire pour tous les cours. Peut-être, dites-vous, quel est mon point faible? Qu'est-ce que de ma mémoire d'écolier ou de collégien ou de lycéen, euh, qu'est-ce que j'avais le plus de mal à retenir? Qu'est-ce qui me posait le plus de problèmes? Et peut-être que c'est sur ça, cette matière-là, que vous allez vraiment mettre le paquet sur vos techniques d'apprentissage et de mémorisation. Voilà vraiment un conseil vraiment pertinent pour vous. Vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs pour créer des quiz. Il y a plein de... Alors là, en partageant ça avec vous, je vous donne aussi des éléments pour sortir du lot. Sachez-le, on ne fait plus classe comme avant, c'est-à-dire que maintenant, nos élèves, ils peuvent avoir des tablettes, il peut y avoir des ordinateurs dans les classes, il peut y avoir des choses qui sont envoyées à la maison. Tout ça a été développé pendant la période du confinement. Voilà, on peut faire des quiz ou faire des quiz. Les élèves peuvent même créer eux-mêmes des quiz pour d'autres classes dans un projet, par exemple, plutôt en cycle 3, bien sûr. Donc voilà, créer des quiz. Et puis, si vous ne voulez pas utiliser l'outil numérique, même si dans le référentiel de professeur des écoles, il faut absolument s'y mettre hein, au numérique, eh bien, vous pouvez, vous savez, créer une fiche de révision active avec une question au recto et la réponse au verso. Une technique également que je voulais partager avec vous, que je trouve rigolote, Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire euh, tomate, je crois, en italien. Dans l'idée, c'est vraiment quand vous vous mettez au travail, vous vous dites, allez, je vais avoir 2 heures de temps pour réviser. Comment j'organise ces révisions? Et là, vous avez vraiment des conseils pour pas faire les choses n'importe comment et pas y aller bille en tête, mais vraiment de suivre des étapes. Je vous invite vraiment, cette technique-là, je l'ai trouvée vraiment chouette. Bon, là, c'est pas un cours sur la technique du Pomodoro, mais si vous pouvez vous en inspirer, dans l'idée, c'est vraiment de faire une checklist de ce que vous avez fait. Ensuite, de tout fermer, de vous mettre à réviser par temps, par petit temps, des courts temps, avec vraiment un chrono. On éteint le téléphone, on éteint tout, on se met à réviser. Ensuite, on se pose, on fait une pause et on s'y remet et on check la liste sur laquelle on s'était engagé à tenir pendant ces 2 heures. Voilà, on gère son temps avec ça. Une carte mentale peut être bénéfique en mathématiques. Oui, tout à fait, Anissa. Sur certains sujets, ça peut être tout à fait pertinent, comme vous le verrez, hein, par exemple, tout l'apprentissage en lien avec les noms, les théories, les théorèmes, le vocabulaire, tout le vocabulaire qui est en lien avec la géométrie, par exemple. Ça peut être intéressant de faire une carte de mathématiques.
une carte mentale. Voilà des exemples. J'ai mis mes sources, bien sûr. Vous voyez, on a le côté figure de style. Voilà, quelqu'un qui avait fait une fiche, une carte mentale sur les différentes figures de style en français. Et puis, il a une autre carte mentale sur, pas une carte mentale, pardon, une fiche. Mais vous voyez, sur la fiche, il y a des dessins, il y a des flèches, il y a des schémas, il y a de la couleur. Il n'y a pas que du texte. Voilà d'autres exemples, une fleur sur les différentes natures de mots. Vous voyez, vous pouvez un peu varier aussi, ça va développer votre créativité, ça va développer, vous pourrez les afficher dans votre espace de travail, ça va développer aussi peut-être le fait de ne pas être toujours dans une même routine. Vous pouvez dire, bah, tiens, en français, comme je vous disais, vous choisissez une matière sur laquelle vous vous lâchez un peu sur les fiches et faire des choses un peu jolies. Vous pourriez peut-être partager avec, chez Vocation CRPE, on a toujours des promos tout le monde se soutient, on s'envoie des choses. Et vous voyez, c'est des choses que vous pourriez partager entre vous avec des copains, copines de révision. En tout cas, voilà des exemples pour vous. Dernier conseil, prendre l'habitude de s'entraîner en respectant le temps imparti, s'il vous plaît. Arrêtez de perdre du temps de travail, je trouve, par exemple en faisant un écrit en 6 heures. Non, si l'épreuve, elle dure 3 heures, ou 4 heures, faites l'épreuve en 4 heures. Et vous verrez vraiment concrètement votre état actuel et vous pourrez ensuite rajouter ce que vous auriez rajouté. Mais mettez-vous toujours en condition, en fait. C'est très important. Pour comment dire, votre cerveau, il a besoin d'habitude et il va savoir, tiens, quand je me mets devant le français, je sais que ça dure 3 heures. Et après, vous rajouterez des choses et vous irez, bah, tiens, j'ai pas eu le temps de finir ça, je le fais, mais c'est après. En 3 heures, qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire? Et vous allez comme ça voir les progrès. Je vois trop de candidats, hein, même chez Vocation, pourtant je leur dis qu'ils vont mettre 8 heures pour nous rendre un devoir. Alors peut-être le premier devoir à la rigueur, mais après, c'est dommage, quoi. C'est vraiment gâché. La méthodologie de lecture de documents, se faire un emploi du temps, ça c'est très important. Alterner les matières pour rendre les révisions un petit peu plus fun. Faire des penses-bêtes, des mots-clés, des cartes mentales, vous faire un glossaire. Si j'avais vraiment quelque chose à vous dire, c'est croyez en vous, c'est vraiment un beau projet, c'est un métier utile. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises, hein, je le porte du plus profond de mon cœur. C'est un métier qui a du sens et c'est gratifiant d'être professeur des écoles. Donc, il y a un élément, j'ai fait une vie, vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube, sur tout ce qui est motivation. J'avais fait un cours en visio sur la motivation. Il y avait d'autres choses, hein, peut-être même sur les révisions. Mais plus vous allez donner du sens à vos révisions, plus vous allez vous donner une motivation intrinsèque, plus vous avez de chances de réussir cet examen. Si vous entrez dans cette démarche pour des mauvaises raisons, ça va, c'est pas que vous n'allez pas y réussir, mais vous aurez plus de mal. Plus vous allez croire en votre projet, mieux ça va faire en sorte que les connaissances s'imprègnent dans votre cerveau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et je vais vous présenter. Donc voilà, ça c'est notre. N'hésitez pas à poser vos questions. Je regarde le chat. Ça c'est notre chaîne YouTube, hein. Vous voyez, il y a plein de cours. Il y a vraiment. On vous met plein de cours à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. C'est ce que je vous disais là, je ne vais pas répéter, mais les cours, la convention de stage, si vous voulez aller faire un stage justement hein, pour les oraux, ça peut être vraiment bénéfique et même pour vous, d'aller essayer de faire un stage dans une école. Et donc, nous, on vous donne des conventions de stage, comme ça facilite vos démarches pour avoir une autorisation de rentrer dans une classe. Des sessions d'oraux en petits groupes, des mises en situation via des concours blancs. Et donc voilà hein, ce que je vous disais, je me répète un peu, mais des formateurs de terrain, une planification de votre travail, un taux de réussite vraiment très important. 82%. Voilà nos tarifs. Et vous me demandiez hein, tout à l'heure pour le lien, donc pour la préparation vraiment complète du CRP 2025 avec un accès dès maintenant à des cours en replay, c'est le tarif de 2 710 € et vous avez aussi d'autres types de préparation. N'hésitez pas à contacter, vous voyez, alors, vous pouvez avoir des financements avec le CPF, la région Île-de-France, le programme Égalité des chances. Voilà le QR code. Si vous voulez directement prendre le QR code et contacter mes collègues de chez Vocation qui pourront vous donner vraiment plein d'informations là-dessus. Et pour prendre rendez-vous, vous avez bien évidemment le numéro qui s'affiche en bas, 01 87 66 61 81 ou alors contact@vocation-crpe.fr.
Estelle me demande, y a-t-il des supports écrits, s'il vous plaît? J'ai acquis des manuels afin d'être sûre. Est-ce utile lorsque l'on s'inscrit dans votre prépa? Alors, ma réponse, non, on ne... Enfin, nos cours, nos supports de cours sont donnés. Donc, c'est-à-dire que vous avez nos PDF de cours à votre disposition. Donc, ça, c'est énorme déjà. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je fais des PDF avec beaucoup de choses dessus. Alors que normalement, il ne faut pas mettre trop de choses dans un PDF pour que ça soit très visuel dans un cours. Mais moi, je mets pas mal de choses parce que je sais que derrière, c'est un support écrit. On a bien sûr les devoirs écrits qui sont à votre disposition. Mais après, que vous ayez les manuels, c'est super en fait parce que surtout que vous y prenez maintenant. Donc, vous allez pouvoir, en fait, vous entraîner encore plus sur, vous n'êtes pas obligé de faire un concours entier, vous pouvez faire un bout de concours blanc et regarder la correction. Ah non, au contraire, moi, je conseillerais de ne pas faire que ce qui est proposé chez Vocation en termes, alors pas les cours, il ne faut pas se disperser non plus. Surtout que vous allez vous dire, ah, mais un tel, il dit ça comme ça, et tel prof, il dit ça autrement. Bah oui, il y a plein de façons de parler de l'enseignement. Mais par contre, je trouve que s'entraîner sur les épreuves écrites avec d'autres supports écrits, c'est quand même bien. Les écrits, c'est pas évident, il faut s'y remettre. Donc, plus vous allez vous entraîner, mieux c'est. Peut-on prendre des cours spécialisés que dans un domaine? Bah oui, vous avez vu, regardez, vous avez des prépas aux autres épreuves ou des prépas français que sur le français du CRPE. Donc, renseignez-vous, appelez. Franchement, Anissa, appelez. Je connais pas tout, moi. Je suis prof chez Vocation CRPE. C'est pas, moi, je suis pas derrière toute la connaissance derrière de tout ce qui est proposé. Franchement, comme je vous disais, ça coûte rien d'appeler, hein. Bah, de rien, hein. Donc voilà, je vous remets le lien. Vous avez le numéro. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de courage. On se retrouvera peut-être dans un prochain live. Je ne sais pas si j'en ai encore un d'ici la fin de l'année, peut-être, ou en tout cas à la rentrée, ça sûrement. Très, très bonnes vacances si on ne se revoit pas. Ah, vous êtes inscrite, Virginie, depuis une semaine et vous avez commencé la remise à niveau en français. C'est super. Ah bah, je suis contente, Virginie. Je suis contente pour vous. Et je suis surtout hyper contente de vous retrouver à la rentrée pour les cours. Génial. Top. Et merci pour ce témoignage en direct. Oh, je n'ai pas payé Virginie pour qu'elle dise ça. Allez, au revoir tout le monde. Bonne fin de soirée et bon courage et bravo. Bonne soirée tout le monde.